toujours sur la maison de demain, quelle brique innovante, en ayant cet après-midi un regard un petit peu différent. Donc on va démarrer par une séquence dite de pitch, c'est-à-dire des informations courtes, rapides et percutantes sur des actualités locales. Ensuite, donc, nous allons passer sur le sujet de l'habitat participatif, l'habitat inclusif. Finalement, ce côté innovant, ce matin, c'était l'intelligence artificielle dans le soutien de la relation à l'autre. Et là, on va être dans le projet social, dans le soutien de la relation à l'autre. Et finalement, l'articulation des deux est assez intéressante. Donc, on aura, pour démarrer, ce qu'on appelait un éclairage, c'est-à-dire Nordine Guerfi du département de l'Isère nous apportera des éléments tels qu'ils sont proposés par la CNSA au niveau national, avec les financements qui vont avec, justement. Alors, j'ai perdu le micro, il est derrière, non, c'est ça. Ah, il est derrière, là. Oula, ça devient compliqué. Pour ceux qui portent des lunettes, un masque et un micro, c'est infernal. Là, ça le fait, là. C'est parti. Plus rien, je ne veux plus rien. Merci, c'est bon là? Donc, un premier éclairage du département de l'Isère, suivi derrière donc d'une table ronde sur les nouvelles formes d'habitat. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant, je trouve, dans ces tables rondes, c'est qu'on essaye de croiser les regards avec donc des acteurs très différents. Et c'est ça, évidemment, la plus-value de ce genre de débat. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit ce matin, nous aurons à l'occasion d'un interview avec avec Bénédicte Leroy, pardon, de l'association Les Habiles, pour pouvoir rentrer plus dans le côté opérationnel finalement de ces projets d'habitat participatif. Comment se construisent-ils? Quelle expérience en avons-nous aujourd'hui? Et qu'elle nous donne quelques éléments justement de recommandations et de facteurs de succès. Et nous parlerons un peu des appels à projets, puisqu'il y en a, il y a des financements à la clé, donc on évoquera ça. Tout de suite, on démarre par les actualités, donc les pitchs. Alors, j'espère que tous les intervenants sont là. Oui, ils m'ont l'air d'être prêts. La consigne, c'est 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Ça fait 4, justement, ça fait 5 minutes avec un petit peu débordement. Et on démarre tout de suite par... C'est toi. Élodie, je te passe la parole sur Medforage. Vas-y. Merci. Tu veux un micro? Oui, bien sûr. Un micro et une zapette. Qui a pris la zapette? Elle est là, merci. Il est allumé? Oui, mais les nouvelles piles. Ça ne marche pas non plus. Alors, si, attends, ça on marche, règle. voilà. Bonjour, du coup, je suis Élodie de Medicalps. Donc, Medicalps, on est le cluster des technologies de santé de Grenoble, l'Isère, la Drôme, les Deux-Savoies. On est au THU. On regroupe et on représente toutes les technos de santé de la région et des technos de santé et de la biotech. Donc, aujourd'hui, je suis venue vous parler de Med4Age, qui est un appel à projet national. Je n'ai pas de zapette. Qui est devant toi, regarde. Ah oui. Voilà. OK. Donc, c'est un appel à projet national qui est financé par AG2R La Mondiale et qui permet de faire émerger les solutions innovantes dans le domaine du bien vieillir, avec pour objectif de les transformer en offre de services AG2R à court ou moyen terme. Cette année encore, le process de sélection a été le même. On part de plusieurs candidatures, une trentaine cette année. On arrive à 10 avec des experts du dispositif médical, des experts du bien vieillir, des gérontopoles, des financiers dans le domaine de la medtech également, parce que c'est très important. Si on a une bonne idée et qu'on ne sait pas la monter, ça ne sert pas à grand-chose. Et on arrive à 10 lauréats qui passent devant un comité d'usagers d'AG2R La Mondiale, qui donne aussi un avis. Et on les fait repasser devant un jury encore plus précis avec beaucoup d'intervenants d'AG2R La Mondiale pour élire 2 voire 3 candidats.
3 lauréats. Donc, cette année, les lauréats, c'est... alors, je vais les passer. Voilà, Abilicare, Ozoaï et cardio-rénal. Donc, 3 lauréats, 2 lauréats et un coup de cœur cardio-rénal. Alors, pour vulgariser un petit peu la description qu'ils ont transmise, Abilicare, c'est une petite planche qui permet d'avoir des données quantitatives et objectives sur la statique et la motricité des personnes âgées. Et la chose très intéressante qui est là-dessus, c'est qu'elle est transportable partout et ils vont la déplacer grâce à des bus et dans pas mal de maisons de santé pour faire un diagnostic et accompagner les personnes âgées. Donc là, le Med4Age, le financement de Med4Age qu'ils auront eu par AG2R La Mondiale va leur permettre de faire une étude socio-économique de cet impact. Et on va pouvoir voir l'impact de ce projet. Je cherchais quelque chose à dire et j'ai perdu le fil conducteur. Voilà, ça va me revenir pour Ozoaï. Donc, Ozoaï, qu'est-ce que c'est? On est tous, quand on est chez soi, qu'il y a du calme, on sent très bien qu'il y a quelque chose qui se trame. Voilà, on est tous concernés par ce sentiment quand on est à la maison. Et c'est pareil dans des EHPAD, dans des centres de soins pour personnes âgées. Sauf que les soignants ne sont pas au chevet du malade, ni dans un espace proche. Donc, Ozoaï a développé une oreille avec de l'intelligence artificielle, avec une intelligence qui va analyser les sons dans les chambres des malades. Et avec cet algorithme d'intelligence artificielle, ça va leur indiquer s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui se trame dans la chambre. Donc, par exemple, un début d'agitation pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Toutes les études ont montré que si on prenait en charge un début d'agitation dès le début, on pouvait éviter, dans pas mal de cas, une intervention chimique avec des calmants ou une intervention physique pour maîtriser la personne âgée avant que ça dégénère. Donc ça, c'est Ozoaï. Et il y a eu un prix coup de cœur cette année, parce que mon temps file. C'est cardio-rénal. Donc, cardio-rénal, qu'est-ce que c'est? Il prélève un petit dispositif médical qui vient prélever une goutte de sang microcapillaire et analyser le taux de potassium dans le sang. C'est pour les personnes en difficulté avec une insuffisance rénale. Et ça permet là aussi de réagir beaucoup plus vite que si c'est une infirmière à domicile qui vient au domicile du patient, qui prélève avec un tube, qui part au laboratoire, qui est validé par un biologiste. Là, on a le résultat instantanément et on peut agir très vite avant que la situation ne dégénère. Voilà, donc 2 lauréats et un coup de cœur qui ont chacun eu une subvention d'AG2R mondiale, donc 60 000 € pour les deux de gauche et 30 000 € pour faire chacun une étude clinique, une étude d'usage ou une étude socio-économique. Et c'est ça que je cherchais pour apporter vraiment la preuve de l'efficacité de leur solution. Voilà. Je passe déjà parole. Ça nous donne une idée des innovations qui sortent sur le marché, c'est intéressant. Damien Bizard, l'école Schneider. Merci, bonjour. Donc Damien Bizard, je suis référent formation au sein de l'école Schneider Electric, école de l'entreprise Schneider Electric. On a en formation des BTS domotique et bâtiments communicants. Donc on travaille vraiment avec les acteurs de demain. Et dans le cadre de la formation, il y a la partie maintien à domicile. Alors, elle fait partie du référentiel du diplôme. Ceci dit, c'est une partie qui généralement est très peu développée parce qu'elle n'arrivera jamais sur la partie examen commun à tous, parce que chacun va les développer de sa manière et que le niveau qui est demandé est relativement léger. Nous, au sein de l'école, on a décidé de développer tout particulièrement cette partie-là, parce que d'abord, on y croit pleinement. On pense, et à entendre depuis le début de la journée qu'on ne se trompe pas, qu'il y a vraiment des besoins à répondre au niveau des entreprises dans le domaine du bien vieillir. Et donc, on a décidé de vraiment l'intégrer dans notre pédagogie.
Ensuite, l'autre particularité, c'est qu'aussi, ça fait partie des notions des valeurs par rapport à notre école, qui sont justement le lien intergénérationnel, le fait de se poser des questions pour les jeunes, pour les personnes âgées et notamment pour leurs grands-parents, etc. Donc, pour toutes ces raisons, on a décidé de vraiment intégrer cette partie dans notre pédagogie et on a décidé de le faire d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a inscrit obligatoirement tous nos jeunes à un concours national qui s'appelle Domo Santé, dont l'objectif est de développer des solutions innovantes pour le maintien à domicile. Et donc, on a bâti notre pédagogie à travers ça. Donc, on a tous les jeunes, en fait, sont mis par groupe de 3 personnes et se posent des problématiques sur des cas réels pour prendre en compte vraiment toutes les contraintes que peuvent avoir les personnes âgées pour rester dans leur domicile. Et donc, notre actualité, c'est que le 2 décembre, on a un de nos groupes d'étudiants qui est qualifié pour la finale, donc la finale de ce concours. Et rapidement, leur projet, en fait, c'est un robot qui va permettre d'être un peu le majordome d'une personne âgée en répondant à toutes ces questions et en pouvant, bien sûr, agir sur les aspects domotiques de sa maison pour pouvoir lui simplifier la vie. Ça, c'est la première particularité de ce robot. L'autre particularité, c'est qu'ils ont intégré un pilulier connecté dans le robot de telle manière à ce que la personne âgée n'oublie pas de prendre ses médicaments. Donc, en intégrant la domotique en plus, on va pouvoir alerter d'une part d'une manière vocale, mais aussi en agissant sur l'éclairage de l'ensemble du logement. Donc, on voit que la prise de médicaments intègre tout le logement. Chaque élément du logement devient connecté et participe finalement à aider la personne âgée. Et cet autre robot, la particularité qu'il a, c'est que dans l'ensemble du logement a été positionné des capteurs de détection de chute et des capteurs qui permettent de géolocaliser la personne. Lorsqu'il y a une détection de chute qui est émise, une alerte est envoyée à un télésurveilleur et le robot va se déplacer directement auprès de la personne, puisqu'elle a la géolocalisation de la personne dans l'appartement, et le robot va aller directement sur cette personne. Ce robot est équipé d'une tablette numérique avec une caméra. La tablette numérique, en temps normal, elle est à hauteur de la personne âgée pour qu'elle puisse interagir de manière traditionnelle dessus. Et là, cette tablette va descendre au plus bas, puisqu'on imagine que la personne a chuté, elle est donc par terre. Le robot va se déplacer auprès de cette personne, rentrer en communication avec le télésurveilleur, de telle manière, d'une part, à ce que le robot parle à la personne âgée pour la rassurer, que le télésurveilleur prenne la main sur le robot pour pouvoir rentrer en communication tout de suite avec la personne âgée, pour pouvoir faire un prédiagnostic, également pour pouvoir la rassurer et envoyer les secours qui vont bien en fonction de ce qui se passe. Donc voilà le projet de nos étudiants. Ça rejoint pas mal de choses que j'ai pu entendre depuis ce matin entre la partie intelligence artificielle, la partie domotique, la partie robot, etc. Donc, écoutez, voilà, c'était l'actualité de l'école. Merci. Merci pour le projet étudiant. On y rajoutera le volet social, bien évidemment. Frédéric Serrière. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Frédéric Serrière, moi j'ai 2 activités, un cabinet de conseil qui a démarré à Grenoble, donc c'est présent à Berlin depuis 20 ans sur le marché des seniors. Donc on a 6 entreprises sur le marché des seniors à vraiment atteindre leur cible. Et j'ai une autre activité pour ceux qui me connaissent, en fait, une activité de média. On a un site qui s'appelle ageconomy.com, qui est un site B2B sur la silver economy, et une émission depuis 1 an qui s'appelle Le Grand Entretien sur Internet pour ceux qui connaissent. L'idée, c'était de vous partager ou de soumettre 4 à 5, en fonction du temps, 4 à 5 idées, ce facteur clé de succès pour réussir l'innovation en fonction de ce que j'ai vu ces 20 dernières années. La première idée, c'est la cohérence entre le produit qu'on fait et les usages et la génération. Je trouve qu'il y a beaucoup de projets très innovants, trop innovants sur la silver economy technologique, et on va expliquer à une grand-mère qui a 85 ans des produits trop high-tech dont elle n'a pas l'usage déjà acquis dans sa génération. C'est un peu comme si je vous disais,
J'ai un logiciel qui traduit ce que j'ai en chinois automatiquement, mais il est sur la Game Boy, la Nintendo. Et c'est pas ma génération, il y a un décalage. Donc, il faut à la fois faire apprendre l'usage et ensuite faire apprendre le produit. Donc, bien vérifier qu'il y ait le bénéfice correspond aux usages et aussi aux générations. Le deuxième point, c'est que ceux qui ont lancé l'adaptation de la salle de bain, par exemple, ils se sont dit, voilà, le marché est gigantesque, il y a des millions de seniors concernés. Le problème, c'est qu'on s'équipe en téléassistance, en salle de bain, lorsqu'il y a eu un premier souci, généralement soit une chute, soit une grande peur, une prise de conscience, et je vais seulement, après cette prise de conscience, m'équiper d'une salle de bain. Ce qui fait que les marchés sont très petits. Donc, il faut prendre, plus petits que ce qu'on avait imaginé. Donc, il faut prendre en compte le déni. C'est en fait, non, je refuse c'est par exemple, c'est un aidant qui dit à sa maman, tu devrais prendre une telle assistance. Et la maman dit, maintenant, écoute, j'ai encore toute ma tête, je me débrouille. Ça, c'est le déni. La procrastination, on verra plus tard, on remet à ça plus tard, et certains ont le manque de conscience. Donc, bien prendre conscience de ces paramètres pour quantifier les marchés. Ensuite, le troisième point, c'est quantifier correctement les marchés. Alors, il y a quelques années, il y a 2 jeunes qui viennent me voir dans une conférence. Ils me disent, est-ce qu'on peut vous parler? On a développé un produit qui est une application sur smartphone pour les personnes qui ont Alzheimer. Il me dit, est-ce que je peux vous en parler? Alors, ils me présentent leur truc et moi, je leur dis, je suis assez direct. Donc, je leur dis, est-ce que je peux être direct avant? Autorisation, d'accord? Et ils me disent, on va pouvoir en vendre des millions parce qu'il y a 1,3 million de personnes qui sont atteintes, etc., etc. Alors, moi, je leur dis, vous en marché potentiel est moins de 20 000, pas 1 million, 20 000. Alors, comment j'ai fait? 1300 personnes dépendantes, on va dire 800 000 personnes qui ont Alzheimer, 450 000 qui sont en EHPAD, qui vont même plus se souvenir, entre guillemets, qui a un smartphone, 150 000 qui sont au début d'Alzheimer, qui eux n'auront pas besoin, ils vont se dire qu'on n'est pas concerné. Après, il reste, on va dire 16 ou 20% qui ont un smartphone, vous voyez, la petite tranche. Et sauf si on est des Français qu'on pense avoir 100% du marché, mais si on est réaliste, on aura peut-être 10% du marché. Au final, vous voyez que faites le calcul, il reste 10 000 potentiels. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ne pas se tromper comment on quantifie un marché. Le deuxième point, c'est se focaliser directement sur la distribution. C'est dès le début, quand je vois un projet, il faut se focaliser tout de suite sur la distribution, parce que créer une start-up qui n'est pas connue des seniors et vendre en B2C, c'est ultra difficile, même en mettant des millions dans la communication. Ces générations âgées veulent être rassurées, ne serait-ce parce qu'ils ont eu des déboires dans le passé, ils ont une habitude de consommation, ils veulent être rassurés par rapport à ce qu'ils vont acheter. Donc la marque les rassure, donc si on n'est pas connu, il faut prévoir la distribution très en amont pour trouver des relais de croissance, enfin des relais de distribution. Il est illusoire pour moi de faire une start-up et de penser vendre en B2C directement à gros volume. On sera forcé de passer par des distributeurs, à mon avis. Ensuite, prendre en compte les contraintes, les besoins de la personne âgée, de l'aidant et des distributeurs potentiels. Si, par exemple, on veut revendre une solution via un téléassisteur, il faut parler avec des téléassisteurs pour savoir ce que eux sont prêts à revendre, comment ils le revendent, et vraiment co-créer la distribution et le produit avec eux. Si on fait un pilier connecté, par exemple, et on dit, voilà, le pilier connecté, il est chez la personne âgée, qui envoie des alertes régulièrement, pilules, médicaments pris ou pas pris à l'aidante. Si on ne met pas les aidants dans la boucle, les aidants vont vous dire, attendez, moi, je ne veux pas recevoir des alertes tout le temps, si les médicaments sont pris, pas pris. Donc, ça va être refusé par les aidants. Donc, il va falloir prendre en compte les besoins et les envies des aidés, des aidés et des aidants. L'aider, c'est la sécurité, et l'aidant, par exemple, dans ce cas-là, c'est la sérénité. C'est ça, je veux être sereine de savoir un moment en sécurité. Et quand je vous ai dit ça, si vous regardez sur la Silver Economy, vous avez plein de produits et services qui sont intéressants pour l'aider, mais qui sont en contradiction avec la sérénité de l'aidant. Et ensuite, 6e point, le plus important, c'est faire appel à un consultant. D'accord. Frédéric Serrière, si possible. Voilà. Et sinon, l'émission, le grand entretien. Merci. Voilà. Merci Frédéric. Donc, les recommandations pour les étudiants d'école Schneider pour aller jusqu'à la distribution. Très bien. François Bernigaud. Bonjour à toutes et tous. Je vous présente le projet MobiPA, qui signifie Mobilité inclusive pour les personnes âgées, qui est un projet de recherche-action mené par un groupe d'organisations avec des laboratoires de l'Université Grenoble-Alpes, le laboratoire d'informatique, 2 laboratoires dans le domaine des SHS, le laboratoire Pacte et Triangle, la Fédération de recherche Innovax, et de l'autre côté, des partenaires privés, la Scope Mobicop qui développe des logiciels de covoiturage, le cabinet auquel j'appartiens,
mobilité, innovation et conseil, qui fait du conseil et de la gestion de projet sur les sujets de services de mobilité, et Emmaüs Connect, qui a apporté la compétence sur l'inclusivité et les problèmes de relation aux outils numériques. C'est un projet qui rentre dans qui est financé par le dispositif PAC Ambition Recherche de la région Rhône-Alpes. Alors, le projet consiste à définir un service qui soit mobilisable pour les personnes âgées à travers soit des outils numériques, soit par d'autres canaux pour contourner les difficultés que l'on peut rencontrer. Et il se classe donc sous la rubrique de recherche-action. Ça veut dire que nous avons des territoires avec lesquels nous avons construit le service. Nous avons 2 CCAS à Chaparillan et à Visil et une résidence autonomie à Vif, avec lesquels on a pratiqué des méthodologies qui se rapprochent de la classe du design de service, avec des focus group, avec des ateliers de travail pour prédire si le service et sous quelles conditions le service pourrait être utilisé. Et le service, il est envisagé sous 2 angles, l'angle des usages par les personnes âgées elles-mêmes, mais aussi sous l'angle de l'organisation et du modèle économique, puisque dans tous les cas, il y a des institutions qui sont là pour soit mettre en place et souvent pour financer le service quand il y a des coûts associés. Et c'est une clé de succès importante que de les mobiliser, d'avoir une vision systémique globale et de s'adresser, de répondre à tous les questionnements que peuvent y avoir tous les acteurs qui sont impliqués. On est dans un domaine, par exemple, ici de politique sociale, où par exemple les départements sont des acteurs extrêmement importants. Alors, donc il y a eu ce travail de design du service avec le développement d'une preuve de concept d'application par Mobicop, qui a fait une version spécialisée de sa solution pour ce public particulier que sont les personnes âgées. Et donc, la proposition de service, elle se traduit sur 4 grands concepts. Le premier, c'est la confiance. Sous quelles conditions une personne âgée accepte d'être transportée par quelqu'un d'autre? Si elle vous dit, c'est mon fils qui m'emmène, elle a immédiatement confiance. Si on lui dit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, elle va peut-être dire non, je n'ai pas confiance. Si c'est un taxi, elle aura confiance dans le chauffeur de taxi. Donc, toute cette problématique est à adresser de manière fine. La question de l'inclusion numérique, je pense que ce n'est pas la peine de détailler. On travaille tous sur ces sujets-là, essayer d'en tirer le meilleur, mais aussi de ne pas s'en trouver dépendant et de savoir contourner les obstacles qui peuvent se présenter. Le lien intergénérationnel, c'est aussi une occasion de lien social entre les générations, notamment les jeunes travailleurs qui peuvent embarquer, je dirais, des personnes âgées sur le trajet domicile-travail. Et enfin, la dimension territoriale. On s'aperçoit que quand on travaille sur ces sujets-là, j'allais dire, on résout en passant les problèmes aigus qui se posent sur la mobilité des personnes en milieu rural, ou à l'inverse, ces problèmes-là sont particulièrement aigus en zone rurale, et donc la dimension territoriale intervient de manière importante. Elle est là. Donc, pour conclure, les perspectives, c'est un projet qui arrive à son terme. Donc, on a trouvé des partenaires pour construire le service et en assurer le design. Maintenant, on va essayer d'en chercher pour expérimenter sur le terrain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, expérimenter sous les 2 angles avec des personnes âgées qui seraient prêtes à réaliser le service effectivement et des organisations et des autorités qui seraient prêtes à le mettre en place, l'animer et éventuellement le financer. Je vous remercie. Merci beaucoup. On vous garde le micro. Merci. Merci. Sujet suivant, Estelle Jeannot, merci à toi. Ce sera plus facile. Bonjour à tous, merci Véronique, merci Mtazda de nous accueillir pour que je puisse vous présenter le Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes, donc Aura Auvergne-Rhône-Alpes.
Je veux bien, voilà. Donc, le Gérontopole, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2014 et qui a pour mission de fédérer et d'animer le réseau régional en gérontologie. Première mission. Deuxième mission, accompagner la recherche et l'innovation. Et troisième mission, valoriser les initiatives locales. Donc, tout ce qui vient d'être présenté aussi précédemment. Donc pour ça, en fait, on est un centre de ressources et d'expertise avec différentes actions mises en œuvre qui rentrent dans différents axes. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon ? Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille au Gérontopole sur différents axes, 6 exactement, qui peuvent tous être transversaux, hein. On pourrait faire des flèches, mais nous, on a fait le choix de présenter comme ça parce que on travaille autour du parcours de l'usager. Enfin, on travaille pour le parcours de l'usager. Donc, on a le premier axe, prévention et promotion de la santé, qui consiste à mettre en œuvre des projets sur le dépistage, le repérage de la fragilité, les déterminants de santé et la vaccination et le sommeil. La vaccination est un axe fort de cet axe-là et du Gérontopole dans sa globalité. Sur l'axe 2, optimisation du soin et prise en charge, on développe différentes thématiques sur les thérapeutiques non médicamenteuses, la iatrogénie médicamenteuse, entre autres, et l'organisation des soins. Donc, la modélisation, on a un spécialiste de la modélisation dans notre équipe qui est présent dans la salle aujourd'hui. Et sur la relation ville-hôpital ou service de soins à domicile, hôpital, en tout cas, relation entre tous ces acteurs. On développe aujourd'hui un axe important qui est la Silver Eco. On est en train de le développer, cet axe-là, et on a à ce sujet une manifestation le 6 janvier avec, entre autres, qu'on organise avec le TASDA et France Silver Economy, qui est notre partenaire sur cette manifestation, puisque c'est le Tour de France de la Silver Economy, de France Silver Economy, qui a été mandaté pour structurer les filières en région, les filières Silver Eco en région. Donc, il a été mandaté par la CNSA. Donc, c'est en partenariat aussi avec la CNSA et d'autres acteurs. Donc, on vous invite bien évidemment le 6 janvier à participer à cette journée. On a fait passer un slide, un save the date pour cette journée-là. Donc, Véronique se chargera de vous faire passer l'information. On a un axe 4 qui est l'aménagement, l'urbanisme et la mobilité. Donc là, on a surtout un travail axé avec des entreprises, mais aussi avec la CCI Lyon, Roanne, Saint-Étienne, principalement pour l'instant. La CMA, on avait engagé un travail qui a été suspendu pour différentes raisons. Donc, on va reprendre ce travail-là avec la CMA et on travaille aussi avec les bailleurs sociaux. Ça, c'est un gros point. On travaille avec les bailleurs sociaux sur l'aménagement de l'habitat, du domicile, mais aussi sur l'aménagement dans la ville, on va dire. Voilà. Et le lien social. À Lyon, par exemple, ils sont très axés sur le lien social et la remise en place du lien social, autrement que par le numérique. On développe aussi un axe 5 sur l'éthique et l'impact sociétal qui pourrait vraiment être transversal à tous les autres axes puisqu'il consiste à avoir un regard critique sur les questions d'éthique en fait et sur la vie et la place dans la société. Donc là, on travaille avec le Conseil régional d'éthique géré par l'ARS. Enfin, et pour dernier, non des moindres, la formation et les métiers du grand âge, donc qui consiste à valoriser. Là, je suis trop longue.
Bien. Finis ta phrase. Qui consiste à valoriser tous les métiers du grand âge et aussi à réfléchir à des solutions, parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie dans les EHPAD et dans le système de prise en soins. Donc, à réfléchir comment rapidement trouver des solutions. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Estelle. Du coup, une opportunité pour prendre des contacts aussi en Auvergne ou au-delà du périmètre isérois ou rhône-alpin habituel avec le Gérontopole. Donc, ça n'est pas Patricia Poyer. Julie, merci de remplacer au pied levé Patricia Poyer de la CARSAT qui a eu, comment dirais-je, pour règle de conduite de ne plus se déplacer en présentiel dans les événements. Je te remercie de prendre le relais. Bien, bonjour, merci. J'ai la dure tâche de remplacer Patricia Poyer pour vous présenter le repérage des risques de fragilisation. Ça marche pas. Là, vous m'entendez. Très bien. Alors donc, comme je disais, j'ai la dure tâche de remplacer Patricia Poyer pour vous présenter le repérage des risques de fragilisation au domicile des personnes retraitées. Et ici, nous parlons des risques de repérage de fragilisation et pas de fragilité, pour être beaucoup plus large que au sens sanitaire du mot. Depuis 2015, la CARSAT Rhône-Alpes a au cœur de sa politique de prévention la volonté de développer des démarches de repérage précoce des risques liés au vieillissement et positionne vraiment les services d'aide et d'accompagnement, les SAD, dans cette mission de faire du repérage des risques de fragilisation auprès des personnes retraitées. D'ailleurs, elle conforte ce rôle en mettant en place un nouveau plan d'aide qui s'appelle Oscar, qui missionne le SAD dans cette mission de coordonnateur et plus précisément de suivi personnalisé des personnes à domicile avec le repérage des risques de fragilisation. La mise en place d'une démarche de repérage de risques de fragilisation pour les SAD a vraiment des enjeux forts. Outre contribuer à la veille sociale des personnes retraitées à domicile, cette démarche vient vraiment conforter le rôle des SAD dans cette mission, en faisant évoluer les compétences des intervenants à domicile, les auxiliaires de vie, les aides à domicile. Et donc, ça vient professionnaliser ces services qui sont plutôt en mal en ce moment, d'ailleurs, avec cette crise, et vraiment de faire ces acteurs vraiment un acteur essentiel du maintien à domicile, en tout cas valoriser leur métier. De plus, la CARSAT Rhône-Alpes a soutenu différents projets qui ont mis en place ces démarches de repérage de risques de fragilisation, notamment un projet qui a été porté par le département de l'Isère, qui a mis en place cette démarche de repérage avec des SAD qui ont signé une convention avec le département, avec l'UNA Aura, avec 2 structures, une située dans le Rhône, Maxi-Aide Grand Lyon, une autre donc dans la Loire, Leigh et MV, et une autre structure avec Papa VL qui est située aussi dans le Rhône. Donc, suite à ces différentes expérimentations, la CARSAT Rhône-Alpes a vraiment eu la volonté de capitaliser tous ces retours d'expérience. Et grâce finalement à tous ces travaux, que ça soit donc ces travaux faits en Isère, dans la Loire et dans le Rhône, il y a eu l'élaboration d'un référentiel. Donc, ce référentiel a été élaboré donc avec les différents acteurs des différents projets, mais aussi avec le Gérontopole Aura et le TASDA. Et ce référentiel a eu pour objet de définir un cadre commun, c'est-à-dire un guide pour aider les services d'aide à domicile à mettre cette démarche de repérage de risques de fragilisation dans leur structure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, c'était les aider à définir quels sont les prérequis pour pouvoir mettre une telle démarche. Quels sont les processus métiers à mettre en place, c'est-à-dire qui fait quoi, comment. Quelles sont les recommandations pour un déploiement? Est-ce qu'on commence par secteur? Est-ce qu'on y va pour tout le SAD? Quels sont les outils indispensables pour pouvoir mettre une telle démarche? Quelle est la grille? Quel est son contenu? Faut-il un support smartphone pour pouvoir mettre la grille de repérage? Quels sont les modules de formation? Les fiches de mission pour les différents intervenants?
Ce référentiel aujourd'hui est finalisé et la CARSAT Rhône-Alpes examine les conditions de faisabilité d'un accompagnement des SAD en Rhône-Alpes qui souhaiteraient mettre en place cette démarche. C'est une vraie opportunité pour les services d'aide à domicile de profiter de cette belle capitalisation pour développer cette démarche au sein de leur structure. Alors, si vous êtes intéressé, nous vous invitons à manifester votre intérêt auprès de la CARSAT Rhône-Alpes. Merci. Je reste. Merci. Maintenant, Julie reprend sa casquette, Julie, pour évoquer un projet significatif sur lequel nous allons nous engager l'année prochaine. Alors, avant de commencer, pour les proches aidants, je tiens à préciser que nous allons parler des proches aidants, des personnes âgées qui n'ont pas de plan d'aide. J'insiste vraiment sur cette cible. Donc, nous sommes dans une démarche de prévention. Alors, les proches aidants, les aidants. Les aidants, c'est vous, c'est nous. Nous sommes et nous serons tous confrontés à un moment de notre vie à l'aidance. Tiens, l'aidance, un nouveau mot. Pourtant, quand on cherche dans le Larousse, ce mot n'existe pas. On tombe sur aisance. L'aisance. Manière aisée, naturelle d'accomplir une action. Alors, comment aider les proches aidants, dont la moitié ne savent pas qu'ils sont aidants, à porter ce rôle avec agilité, facilité et liberté? Le TASDA a donc imaginé une démarche pour les proches aidants pour, d'une part, les repérer, les sensibiliser, leur faire prendre conscience qu'ils sont aidants, et puis d'autre part, pour apporter les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent appréhender ce rôle avec sérénité. Alors, pour repérer et sensibiliser ces proches aidants, nous faisons le pari d'une communication grand public à travers des émissions radio, France Bleu Isère, afin de répondre en direct aux questions des proches aidants, en diffusant un questionnaire d'auto-évaluation, là pareil dans des médias grand public, très larges, des journaux locaux. Une fois ce questionnaire d'auto-évaluation rempli, alors ce questionnaire, c'est un petit test, un petit quiz avec des questions légères comme on peut retrouver dans certains magazines. Quel proche aidant êtes-vous? Une fois que ce questionnaire est rempli, les personnes sont orientées vers des propositions d'action à mettre en place et là, des propositions d'action de plus en plus engageantes. La première, qui est éventuellement consulter des ressources web sur les solutions et les aides sur le bien vieillir. Une autre action proposée, et là un peu plus engageante, c'est participer à des ateliers collectifs. Des ateliers collectifs pour déjà amorcer la compréhension de son rôle d'aidant, mais aussi connaître les aides et les solutions pour le bien vieillir. Et la troisième brique, qui est là très engageante, c'est un accompagnement individuel de soi en tant qu'aidant et de son aidé par un professionnel du bien vieillir qui est là pour vous accompagner, pour mettre en place des solutions concrètes de prévention à domicile. Alors, l'évaluation de ce projet nous permettra de répondre à un certain nombre de questions. Entre autres, est-ce que le pari qu'on a fait d'une communication grand public nous a permis de toucher un grand nombre d'aidants? Est-ce que les modalités prévues, que ce soit la consultation de ressources web, les ateliers collectifs, l'accompagnement individuel, ont permis de mettre en mouvement le proche aidant, de mettre en place des actions de prévention? Et est-ce que ces actions, finalement, ont eu un effet rassurant pour le proche aidant dans sa projection de son rôle, mais aussi dans l'avenir de son proche? Et une autre question à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement, est-ce que cette démarche grand public a permis de développer des dynamiques locales d'offres d'aide aux aidants? Alors, si vous êtes intéressé par cette démarche de repérage, de sensibilisation des proches aidants de personnes sans plan d'aide, c'est-à-dire concrètement ceux qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui, et que vous souhaitez contribuer à cette réflexion avec nous, de cette articulation, de cette démarche de prévention
dites grand public, avec les offres locales d'offres d'aide aux aidants, eh ben, contactez-nous à contact@tasda.fr. Merci. J'ai l'impression que TASDA a 1 minute de plus quand même, hein. Bon, donc voilà quelques illustrations, on va dire, d'actualité. Évidemment, ça n'est pas du tout exhaustif et nous le compléterons. Comment dirais-je ? N'hésitez pas à nous faire remonter d'ailleurs à des informations qui pourraient être utiles à être diffusées.